Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain pour la chaîne YouTube de Cryptost. Je suis le professeur Chen et à notre habitude, nous allons regarder et observer ensemble les dynamiques des utilisateurs et des participants du marché et du réseau de l'Ethereum. Oui, vous avez bien entendu, nous allons aujourd'hui parler d'Ethereum. Vous avez été extrêmement nombreux à me dire que j'étais manifestement et majoritairement concentré sur Bitcoin, ce qui est vrai. Et donc, je me suis dit qu'il serait temps de s'intéresser un petit peu à Ethereum, notamment parce qu'il y a plusieurs questions qui se posent au sein de la communauté par rapport au fait que Ethereum est en train de devenir déflationniste, son taux d'inflation est en train de devenir négatif suite à la dynamique de burn due à l'EIP 1555 et au Proof of Stake qui a été installé après le merge, donc environ après septembre 2022. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent vis-à-vis de cette dynamique déflationniste sur l'ETH, et notamment est-ce que ça va pousser à la hausse le prix de l'Ethereum. Donc on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui, on va essayer d'analyser aussi la répartition des Ethereum au sein du réseau, au sein du marché de l'Ethereum. On va essayer de répondre à deux grandes questions aujourd'hui. Est-ce que la dynamique inflationniste de l'ETH aujourd'hui a le potentiel de pousser le prix d'Ethereum vers le haut avec un choc de l'offre ou un choc de liquidité? Et on va aussi se demander combien d'Ethereum sont disponibles à l'achat. Parce que nous allons le voir, mais l'Ethereum est en train de former une figure de retournement aussi belle que celle de Bitcoin, et dans un bull market, il est toujours intéressant de savoir, vu que l'offre et la demande est supérieure à l'offre, c'est toujours intéressant de savoir, est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'offres pour satisfaire tout le monde? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'Ethereum disponibles à l'achat pour satisfaire tout le monde? Donc, combien d'Ethereum sont disponibles à l'achat? C'est le titre de l'analyse de ce jour. Sans plus attendre, on va regarder rapidement le prix de l'Ethereum qui a suivi à peu de choses près le prix du Bitcoin. Notez que son point bas était en juin 2022 au niveau de la chute de Celsius et non pas en novembre 2022 comme on a pu le voir avec Bitcoin et la faillite de FTX. Donc on a eu un plus bas aux alentours des 993 $ pour Ethereum en juin 2022, et ensuite en novembre 2022 on n'est même pas descendu en dessous de 1000. Donc on voit bien qu'ici on a quand même une résilience de la part d'Ethereum à la baisse qui était assez intéressante à observer, quoi qu'il n'est pas il est monté certes, hein, il a fait quasiment un x2, donc il est passé à peu près de 1000 à un peu en dessous de 2000 depuis son bottom, mais en fait il a fait quasiment la même performance que Bitcoin, et on voit d'ailleurs que lui aussi il a un espèce de point de pivot qui n'est pas au niveau des 30 000 $ comme pour Bitcoin, mais qui est au niveau des 2000 $. Le niveau des 2000 $ a été testé par le bas et par le haut maintes et maintes fois, d'abord en tant que résistance à l'entrée du bullrun de 2020, puis ensuite en tant que support pendant le bullrun de 2021, et ensuite il a été testé puis invalidé en tant que support, c'est devenu une résistance pendant le bear market, et actuellement cette résistance tient toujours l'Ethereum, et même s'il est passé quelques fois au-dessus des 2000, il reste pour l'instant en dessous des 2000 et il ne s'est pas fermement ancré au-dessus. Donc c'est vraiment une dynamique qui est assez importante à souligner, et justement il y a beaucoup de personnes qui attendent, il y a beaucoup d'investisseurs, de participants du marché, non pas du réseau mais du marché, je souligne, qui attendent que l'Ether dépasse les 2000 $ pour notamment passer à l'achat. Ce qui nous amène à notre première question. Comment est répartie l'offre d'Ethereum sur le réseau Ethereum? Comment sont utilisés les Ethers sur le réseau? Eh bien, pour répondre à cette question, on va utiliser un graphique qui va nous permettre de référencer en grande partie l'offre d'Ethereum et dans quel cadre elle est utilisée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que suite au merge, on a une répartition de l'offre d'Ethereum qui a enregistré un large changement. En fait, avant, la plupart du temps, on avait des Ethers qui étaient soit sur des adresses qui bougeaient pas trop, qui étaient un peu sans usage défini, soit on avait des Ethers qui étaient sur des exchanges, donc qui étaient un peu échangés à droite à gauche de manière long terme ou court terme, mais ils étaient devenus sur des exchanges centralisés, ou sinon ils étaient dans des smart contracts, donc que ce soit pour des protocoles de pré-emprunt, que ce soit pour des DEX, que ce soit même pour de la DeFi et de la GameFi, ou même par certains NFT, du coup vous interagissez aussi avec un smart contract, donc tout ça, ça englobe les Ethers dans les smart contracts. Et depuis le merge, on a aussi, en fait même avant le merge, depuis que la Beacon Chain a été lancée, donc vers vers novembre 2020, décembre 2020, on a possibilité de staker des Ethers au sein du contrat ETH 2.0 qui du coup ont servi à générer du rendement, mais aussi le rendement n'étant qu'une incentive en fait pour que les utilisateurs d'ETH stake leurs Ethers pour ensuite être des validateurs des nœuds Ethereum. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a vraiment eu un transfert très très large, on peut le voir ici, hein, des Ethers qui ont quitté les exchanges et qui ont aussi quitté les smart contracts pour aller du coup
être stakés sur le contrat ETH 2.0, et donc c'est un peu la dynamique qu'on peut observer. On a vraiment eu un revirement de situation où beaucoup de dettes qui n'étaient pas forcément utilisées pour quelque chose de concret, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas qui étaient pas forcément utilisées, qui étaient soit sur les exchanges, soit sans usage défini, eh bien ils sont arrivés, ils ont été stakés du coup au sein de l'algorithme de consensus du Proof of Stake pour le réseau Ethereum. Ce qui nous donne actuellement une offre en circulation qui est répartie pour l'Ethereum comme suit, c'est-à-dire qu'on a à peu près 12 à 13%, donc à peu près 15 millions dettes qui sont sur les exchanges. On a à peu près 37 millions d'Ether qui sont au sein, qui interagissent avec des smart contracts, donc on est à peu près à 31% de l'offre en circulation. C'est notre courbe rouge juste ici. On a aussi, et donc c'est ce qui nous intéressait, on en parlait juste avant, un petit 22%, donc à peu près 26 millions, 27 millions d'Ethers qui sont aujourd'hui au sein, qui sont stakés en fait simplement, et le reste de l'offre qui est fait à peu près 34%, donc un peu plus d'un tiers de tous les Ethers en circulation, 41 millions environ, qui sont encore détenus sur des adresses sans usage défini. Ça, c'est assez intéressant, ça nous donne un premier aperçu, et ça nous indique que plus de la moitié des Ethers en circulation, ils sont actuellement utilisés au sein de l'économie décentralisée, que ce soit sur le réseau Ethereum, que ce soit sur des sidechains, que ce soit sur d'autres protocoles, sur d'autres blockchains. Dans l'ensemble, si on combine staking et smart contract, on a plus de 50% de l'offre d'Ethereum qui est utilisée, qui a un usage économique, qui a un usage au niveau protocolaire, qui n'est pas seulement en train d'être détenu, hodlé, comme peuvent l'être certains bitcoins, qui est vraiment utilisé pour un usage protocolaire. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer. Pour faire le parallèle avec Bitcoin, pour l'instant, on se rend compte qu'il y a une grande majorité de l'offre de Bitcoin qui ne bouge pas, qui est détenue sur du long terme pour créer de l'épargne, parce qu'on a confiance sur le fait que Bitcoin, parce que certains ont confiance sur le fait que Bitcoin est une réserve de valeur et que du coup ils veulent investir et épargner en Bitcoin. C'est pas forcément le cas sur l'Ether. L'Ether, on aime bien l'utiliser, on aime bien le faire circuler, on aime bien l'utiliser dans plein de protocoles pour générer de la valeur, pour générer soit de la valeur financière, soit de la valeur informative sur le réseau, sur différents réseaux, différentes blockchains. Donc pour l'instant, on voit que l'Ether a une valeur beaucoup plus utilitaire, il est beaucoup plus en mouvement que peut l'être Bitcoin. Donc on voit bien que c'est vraiment deux jetons, non pas de tokens, mais bien de pièces, en fait, en réalité de pièces sur deux blockchains qui ont des usages et des répartitions très différentes. On peut d'ailleurs aller un peu plus loin et regarder notamment l'offre d'Ether dans les smart contracts, donc c'est les volumes d'Ether qui interagissent avec des smart contracts, DeFi, GameFi, NFT et autres. On peut remarquer que depuis le début de l'année 2023, on a un nouvel afflux d'ETH vers les smart contracts, donc on a une hausse d'à peu près 20% entre le 1er janvier et la date actuelle du 19 juillet, et on a à peu près 37 millions d'Ether dans les smart contracts aujourd'hui. C'est quand même quelque chose de considérable, hein, et cette mesure c'est intéressant parce qu'elle a tendance à croître pendant les marchés haussiers de l'ETH, et elle a tendance à diminuer pendant les marchés baissiers. Donc en fait, ce qui va se passer, je vais dézoomer un peu, au final j'aurais dû rester comme j'étais, comme ceci, voilà. En fait, ce qu'on est capable d'observer, c'est que pendant les marchés haussiers, notamment pendant les marchés haussiers récents d'Ethereum, parce qu'on a vraiment un intérêt pour la DeFi entre 2020 et 2021, ce qu'on va voir, c'est qu'on a vraiment des marchés haussiers de l'Ethereum où les investisseurs et les utilisateurs, ils augmentent le risque, ils vont aller utiliser des protocoles centralisés qui proposent des innovations, mais aussi du coup des rendements relativement attractifs. Donc on va augmenter le risque jusqu'à ce qu'on rentre en bear market. En bear market, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des utilisateurs qui, cette fois, vont retirer leurs Ethers des smart contracts. Ils vont essayer de limiter le risque de liquidation à cause de la forte perte de valeur des altcoins. Ils vont aussi, pourquoi pas, passer leur capital en stablecoin. Du coup, évidemment, les smart contracts vont quitter les Ethers vont quitter les smart contracts pour aller vers du stable. Et après, on peut aussi quasiment vendre de l'Ether pour autre chose, hein, évidemment. Donc on voit bien qu'on a cette prise de risque, cette augmentation de la prise de risque qui va être portée vers l'innovation et le rendement pendant les marchés haussiers, alors que pendant les marchés baissiers, on va limiter le risque, on va aller avoir un comportement beaucoup plus conservateur de protection, et du coup on va retirer les Ethereum des smart contracts pour en faire un usage qui soit plus sécuritaire. Ça peut paraître logique, hein, pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui peut même être naturel, mais c'est important pour moi d'illustrer ce propos et de vraiment montrer que c'est quelque chose qui est visible sur la blockchain d'Ethereum, et qu'on fait de l'analyse on-chain sur Bitcoin, on en apprend beaucoup de choses, mais on fait beaucoup, il y a beaucoup de valeur à ressortir de l'analyse on-chain des Ethers et d'Ethereum, du réseau Ethereum dans sa globalité. Donc ça, c'était ce qui nous concernait pour la répartition globale de l'offre d'Ethereum, qui peut déjà nous aider à
estimer potentiellement combien d'Ether sont disponibles à l'achat ou non. Sauf qu'il y a une nouvelle dynamique qui rentre en jeu. Cette nouvelle dynamique, c'est le fait qu'actuellement, eh bien, le taux d'inflation de l'Ether est devenu déflationniste. Le taux de l'inflation de l'Ether, qui a toujours été une crypto-monnaie qui marchait en proof of work, avec un système de minage comme le Bitcoin, jusqu'en 2022, eh bien, est passé en proof of stake. Donc on a vraiment un changement drastique de toute l'organisation de la chaîne, hein, que ce soit sur, du coup là c'est sur le protocole, sur la couche de consensus, mais du coup ça va avoir un impact sur la couche d'exécution d'Ethereum. Et ce qu'on peut voir, c'est que, bon, comparément à Bitcoin, déjà si on regarde le taux d'inflation, donc le taux d'émission moyen, qui est donc le taux d'inflation en soi, de l'Ether, on va se rendre compte qu'il n'y a pas du tout de prédétermination comme on peut l'avoir avec Bitcoin, avec les halvings, où c'est vraiment, on voit qu'à chaque halving, du coup, il y a le taux d'inflation qui est divisé par 2, l'émission monétaire de Bitcoin qui est divisée par 2. Là, c'est pas du tout le cas, hein, sur l'Ether, il y a vraiment eu des adaptations du taux d'inflation, des fois en fonction du marché, des fois en fonction de la nécessité du protocole. Donc on était sur quelque chose qui était beaucoup plus variable, qui n'était pas déterministe, qui pouvait du coup bouger en fonction d'une certaine manière de l'humain, ce qui du coup peut amener certains problèmes, et c'est pour ça que certains critiquent l'émission monétaire sur Ethereum, mais ça c'est un autre débat. Ce qu'on peut observer, surtout, c'est qu'il y a en gros 3 grandes périodes distinctes qu'on a pu voir évoluer entre 2021 et 2023, et c'est surtout là-dessus que je veux qu'on se focus aujourd'hui. C'est qu'on a, premièrement, une période où, avant le IP 1555 et la stratégie de burn, eh bien, on a un taux d'inflation d'Ethereum sous Proof of Work qui est à peu près à 4,5. Donc voilà, c'était relativement stable. Ensuite, on arrive dans une période où le IP 1555 est lancé. Et donc, on peut commencer à brûler des Ethers. Donc là, on est encore sous Proof of Work, donc il y a encore des mineurs. On a encore un taux d'inflation global qui est à 4,5, sauf qu'on commence à brûler une partie de l'offre d'Ethereum, notamment des frais. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un taux d'inflation qui va plutôt être compris entre plus 3,4 et moins 1,4. Donc, on commence déjà à tendre vers de la déflation, mais dans l'ensemble, on reste légèrement inflationniste. Et on peut voir un grand changement en septembre 2022, juste après le merge, l'Ethereum passe en Proof of Stake. Et à partir de ce moment-là, le taux d'inflation de l'Ether devient très très faible. On passe à 0,5% en moyenne pour le taux d'inflation pur. Sauf que si on compte avec ça le taux de burn dû à l'EIP 1555, on se retrouve avec un taux d'inflation net qui est compris entre plus 0,3 et moins 8,4. On a eu un pic à moins 8,4 en mai, donc c'était quand même considérable. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un taux net d'inflation pour l'Ether qui est passé d'une inflation nette à une inflation relativement neutre à une déflation nette actuellement. Donc ça, c'est hyper important. Suite au passage du Proof of Work au Proof of Stake, la dynamique monétaire de l'Ether est devenue déflationniste. Ça a pas mal d'implications et ça peut avoir une implication et une influence sur le prix de l'Ether, théoriquement du moins. Et c'est ce qu'on va essayer de développer ensuite, on va essayer de comprendre ça ensemble. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la variation nette de l'offre en circulation, donc si on prend l'émission d'Ether en vert plus le burn en rouge, eh bien elle indique clairement que l'offre d'Ether aujourd'hui, elle tend à se réduire. C'est vraiment cette désinflation, on voit bien que là, la variation nette, elle a commencé un tout petit peu à croître sur la période après le merge, donc entre octobre et janvier, puis à partir de février, et ça a augmenté ensuite, on a vraiment eu une déflation nette, on a vraiment eu une réduction de la quantité d'Ether en circulation. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, pour à peu près 760 000 Ethers qui ont été émis, il y a à peu près 1,3 million d'Ethers qui ont été brûlés. Donc en net, ça nous donne une chute de plus de 600 000 Ethers. Donc une réduction de plus de 600 000 Ethers de l'offre en circulation. Il y a 600 000 Ethers qui ont été retirés de l'offre. Donc le taux de burn assuré par le IP 1555, aujourd'hui, il conduit manifestement à une chute de l'offre d'Ethers. Et ça peut être vu comme quelque chose de relativement positif par certains investisseurs qui investissent en net ou qui utilisent Ethereum. En fait, ces gens-là se basent
sur les lois de l'offre et la demande, et il théorise, ce qui n'est pas idiot en soi, hein, mais il théorise que s'il y a une réduction de l'offre au sein d'un contexte de demande croissante, et ça va provoquer un choc de l'offre, et ça va avoir tendance à pousser les prix de l'Ether vers le haut de manière assez improbable, enfin de manière assez exacerbée plutôt. C'est exactement le même discours qu'on a par rapport au halving. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le débit avec lequel l'offre va sortir du protocole, le débit avec lequel les mineurs vont pouvoir extraire les récompenses, donc les récompenses des mineurs en soi, vont être divisées par 2. Donc on va avoir un débit de Bitcoin qui va être divisé par 2 tous les 4 ans environ, tous les cycles environ, c'est approximatif, ça dépend de plein de variables, enfin de 3 ou 4 variables en réalité, mais peu importe, c'est pas le débat ici. Ce qui va nous intéresser en fait, c'est de comprendre que souvent le halving va provoquer un bull run ensuite parce qu'il y a moins de Bitcoin à l'achat, et il y a de plus en plus de demandes pour Bitcoin, donc ça va pousser les prix vers le haut. Eh bien, on se rend compte que c'est quasiment la même chose qui est théorisée par les utilisateurs et les investisseurs d'Ethereum, et là, en plus, ça va plus loin. C'est pas seulement il y a moins d'Ether en circuit, il y a moins d'Ether qui vont commencer à être émis, là, c'est littéralement, il y a des Ethers qui quittent l'offre, donc en fait, il y a juste moins d'Ether qu'auparavant. On pourra jamais avoir moins de 21 millions de Bitcoin in fine sur Bitcoin. Par contre, sur Ether, là, on est à peu près à 119 millions d'Ether, mais un jour on pourrait se retrouver à 100 millions d'Ether ou peut-être à 50 millions d'Ether. Donc on est sur une dynamique qui est déflationniste, l'offre en circulation est réduite, et donc ça, théoriquement, et sur le principe, je n'y vois pas d'inconvénient, théoriquement, ça peut conduire à une augmentation des prix, si et seulement s'il y a de la demande, parce que s'il y a de moins en moins d'Ether, mais que personne n'en veut, le prix va pas augmenter. S'il y a de moins en moins d'Ether et que beaucoup de gens en veulent, là, le prix, il va augmenter de manière drastique. Donc ça, c'est sur la théorie. Maintenant, une fois qu'on voit que l'offre d'Ether, elle est manifestement en train de chuter, on peut se dire, bon, ça peut avoir un impact sur les prix qui est quand même considérable. Eh bien, on va se rendre compte que c'est pas forcément le cas. Et notamment en observant la variation nette de l'offre d'Ether par rapport au pourcentage de l'offre totale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la variation nette, donc émission plus destruction de l'offre d'Ether en circulation, et on va la comparer avec l'offre en circulation en soi. Et on va se rendre compte qu'en fait, la variation, elle est quand même relativement minime. Donc, par exemple, on peut prendre en octobre 2022, on avait à peu près 120 millions d'Ether, 120,5 millions d'Ether. Aujourd'hui, après la déflation est là, on est juste à peine à 119,9 millions d'Ether. Donc, même s'il y a une réduction d'à peu près 600 000 Ether en l'espace de 11 mois, eh bien, on se rend compte que ça ne représente finalement qu'un léger recul de 0,51% de l'offre d'Ether. Donc c'est une chute de l'offre qui est en réalité tout à fait négligeable. Donc, je dis pas qu'à l'avenir, ce sera pas quelque chose qui sera considérable, mais là, en 11 mois, on a eu une chute de l'offre d'Ether de 0,51%. Voilà, c'est les chiffres, il n'y a vraiment aucun jugement de valeur, procès d'intention ou quoi que ce soit, ce ne sont que des faits. Il y a vraiment une chute de l'offre d'Ether qui est tout à fait négligeable face à ce qui reste encore de disponible pour le moment. Donc à mes yeux, actuellement, il est absolument impossible d'affirmer que la déflation en cours sur l'Ether, elle puisse avoir un effet palpable sur les prix de l'Ether. Si aujourd'hui, le prix de l'Ether, il monte en flèche, on ne pourra pas dire « Ah c'est parce que l'Ether est devenu déflationniste ». Il est encore beaucoup trop tôt à mes yeux. On a encore une variation de l'offre à la baisse, on a encore une réduction de l'offre d'Ether qui est absolument trop minime pour que ça ait un effet palpable. Donc actuellement, ce qui se passe, c'est que le changement d'émission monétaire apporté par le merge et le IP 1555, qui sont extrêmement récents, et il va falloir observer sur le long terme les dynamiques de l'offre de l'Ether afin d'étudier les potentiels effets de cette innovation, de ce changement d'émission monétaire, de ce revirement du taux d'inflation sur le prix de l'Ether. Actuellement, la variation à la baisse du prix de l'Ether, elle est beaucoup trop faible pour qu'on puisse en penser quoi que ce soit. Et donc ça répond à notre deuxième question qui était du coup, est-ce que l'Ether déflationniste du coup va faire pousser les prix de l'Ether? Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'impact n'est pas encore suffisant pour que ce soit mesurable, pour que ce soit palpable. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas dans le futur. C'est juste que 11 mois après, il est encore trop tôt. Voilà, il faudra peut-être attendre 3, 4 ans, peut-être qu'il faudra attendre que 6 mois supplémentaires, je ne sais pas. Ce qui va être important, c'est de continuer à suivre cette tendance, continuer à mesurer pour voir si au fur et à mesure, in fine, ça a un impact, mais actuellement, on n'a simplement pas assez de recul pour affirmer vraiment que la déflation en cours sur l'Ether, elle peut avoir un effet palpable sur les prix. Donc toutes les personnes qui aujourd'hui vous disent que l'Ether est déflationniste et que ça fait pousser les prix, ces personnes-là n'ont pas étudié la blockchain d'Ether ou
simplement, sont en train de vous vendre un narratif. Je dis pas forcément que ces personnes vendent, je vais pas mettre sur le dos de l'ignorance le côté de la méchanceté. Voilà, c'est pas nécessaire du tout. Juste vous faire comprendre que l'Ether, notamment le Bitcoin aussi, mais l'Ether évolue avec ses narratifs. On est dans une chambre d'écho, notamment sur le crypto Twitter, où tout le monde essaye de vous vendre un narratif, essaie de vous vendre un concept, une idée, pour que vous y adhériez ou non d'ailleurs, hein, c'est à vous d'être critique là-dessus. Mais le narratif comme quoi l'Ether déflationniste va faire augmenter le prix de l'Ether, eh bien pour l'instant c'est quelque chose qui n'est pas vérifié. Ce sera potentiellement vérifiable, et théoriquement c'est tout à fait acceptable. Par contre dans la pratique, on est encore très très loin de ça, et je voulais vraiment appuyer sur ce point aujourd'hui. Pour le moment, il est impossible d'affirmer que la déflation sur l'Ether, ça augmente son prix. Voilà, ça vient de répondre à notre deuxième question, qui nous ramène du coup à notre première question. Maintenant qu'on sait du coup que l'inflation sur son Ether n'a absolument aucun impact sur son prix, on va essayer de répondre à la question, bon ben, combien d'Ether sont disponibles à l'achat finalement? Combien d'Ether on va être capable d'acheter si on est un investisseur qui veut rentrer dans l'Ether maintenant et qu'on avait, imaginons, 10 000 milliards, combien est-ce qu'on pourrait acheter d'Ether avant d'être limité du coup par une offre vraiment réduite? Donc ce qu'on va essayer de mesurer là, c'est le volume d'Ether qui sont non utilisés, qui peuvent potentiellement être échangés ou tradés instantanément, maintenant, tout de suite, sans avoir besoin de faire d'opérations, de les sortir d'un smart contract ou de les déstaker ou autre. Donc on va se rendre compte que en séparant les aides qui sont immobilisées par le staking et ceux qui sont utilisés dans les smart contracts, au final, il reste à être éligible pour à l'achat, disponible à l'achat en ce moment, que les Ethers qui sont potentiellement disponibles sur les exchanges et ceux qui n'ont pas d'usage défini. Et donc ça représente à peu près 56 millions d'Ethers, ça représente environ 46%, 47% de l'offre en circulation. Donc on a moins de 50% de l'offre en circulation qui est suffisamment liquide immédiatement là tout de suite pour être échangée et achetée par des investisseurs potentiels. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a quand même une majorité de l'offre d'Ether qui est immobilisée, qui ne peut donc ni être vendue ni être achetée de manière immédiate. Évidemment, ça peut fluctuer et je vous invite notamment à émettre une réserve vis-à-vis de cette observation que je viens de vous offrir. Hein. Soyez critique. C'est vraiment l'objet de ce dernier paragraphe qui va conclure tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Notez toutefois que les mesures qui sont présentées ici ne sont qu'à but indicatif pour une raison très simple. Elles peuvent varier de manière très très rapide en fonction du contexte. On l'a vu auparavant, le nombre d'Ethers qui sont dans les smart contracts, on peut voir qu'ils rentrent et ils sortent des smart contracts de manière relativement dynamique. Notamment maintenant qu'en plus la mise à jour de Shanghai est passée, on peut faire des retraits sur l'Ether. Bon, on s'est rendu compte que pour l'instant, il y a plus de dépôts de staking depuis que Shanghai est passé que de retraits, donc ça c'est un autre débat. Mais voilà, tout ça pour vous dire que actuellement on a moins de 50%. On a à peu près 46,9% de tous les Ethers qui sont disponibles à l'achat. Et il y a quand même du coup une majeure partie d'entre eux qui sont loqués, qui sont bloqués, qui ne sont pas disponibles à l'achat tout de suite. Et c'est l'analyse que je voulais vous proposer aujourd'hui, vous offrir une meilleure compréhension de la distribution de l'offre d'Ether sur le marché de l'Ether, une petite analyse de la tendance de l'Ether avec son point de pivot au 2000, et surtout une compréhension un peu plus approfondie du taux d'inflation de l'Ether et son impact pour le moment absolument négligeable sur le prix de l'Ether. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. En résumé, en point clé, en conclusion, on peut dire que la distribution de l'offre d'Ether, elle indique que plus de la moitié des Ethers en circulation, donc si on ajoute les smart contracts, enfin l'offre d'être dans les smart contracts plus le staking, ils sont actuellement utilisés au sein de l'économie décentralisée du réseau Ethereum. C'est vraiment un taux d'usage qui est remarquable et du coup c'est aussi autant de tokens qui ne peuvent pas être bougés pour l'instant. La réduction de l'offre en circulation qui a été provoquée du coup par la dynamique déflationniste de l'ETH, elle représente au final un léger recul d'à peu près moins 0,51% de l'offre d'Ether totale, donc c'est tout à fait négligeable. Pour l'instant, c'est très difficile de pouvoir affirmer que la déflation sur l'ETH, elle peut avoir un effet palpable sur les prix, encore une fois. On peut vous vendre un narratif comme celui-ci, mais vérifiez les données on-chain et vous remarquerez que pour l'instant, on est passé de 120,5 millions d'ETH à 119,9 millions d'ETH. C'est tout à fait minime. Donc, il va falloir encore un petit peu de temps pour vérifier si la théorie rencontre la pratique et si c'est donc bien vérifié. Finalement, il semble que les aides suffisamment liquides pour être échangés par des investisseurs immédiatement, ils sont surtout stockés sur des exchanges, et c'est aussi ceux qui sont stockés sur des adresses de manière souveraine, mais sans usage défini, et ça représente à peu près 56 millions d'Ethereum, donc on est à peu près à 47% de l'offre en circulation qui est disponible à l'achat si jamais un investisseur voudrait les acheter.
Voilà qui fait le tour de l'analyse on-chain de notre semaine 29. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le fait que j'aborde Ethereum vous aura aussi plu. Si jamais vous voulez des analyses de l'Ether un peu plus souvent sur d'autres thématiques, peut-être un peu plus sur la manière dont fonctionne le consensus avec les validateurs, avec les limites, avec... voilà, vous pouvez me dire, il y a vraiment plein de choses à dire sur Ether. Je me suis vraiment beaucoup concentré sur Bitcoin pendant la première moitié de l'année. Je vais essayer, si ça vous intéresse, et si je sens en commentaire de cette vidéo qu'il y a vraiment un engouement pour la chose, de vous faire un peu plus d'analyse d'Ethereum un peu plus souvent. Donc bien sûr, n'hésitez pas à aller suivre le thread Twitter, à le liker, à le partager, ça fait toujours plaisir. Hein. Évidemment, vous retrouverez l'article gratuit sur le site de Cryptost, donc si vous voulez aller consulter, tout est détaillé avec plus de texte, des annotations au niveau des graphiques, donc ça peut être super bien de regarder la vidéo, d'écouter la vidéo et en même temps de lire l'article. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils faisaient les deux et que du coup ils arrivaient encore mieux à intégrer l'information, du coup je vous invite à faire ce petit exercice vous-même. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Cryptost, à activer la petite cloche. Vous pourrez retrouver toutes les analyses on-chain précédentes dans la rubrique Analyse on-chain. Une playlist a été créée à cet effet. Et si vous voulez aller encore plus loin, actuellement, aujourd'hui, vous avez appris quelque chose, que ça vous a intéressé et que vous voulez en apprendre encore plus, eh bien, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Cryptos Research. On est plein d'experts à essayer et même à réussir à vous accompagner, à vous apprendre de nos erreurs pour que ne vous reproduisiez pas justement les échecs qu'on a pu connaître par le passé, pour vous aider à gagner en temps, en capital, en compétences. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez, comme d'habitude, un petit code promo, ici donc PROF20, qui vous permet d'avoir 20% de réduction sur votre premier mois d'abonnement chez Cryptos Research. N'hésitez pas, bien sûr, à faire des commentaires constructifs si ça vous a plu et à faire des petites remarques aussi sur les choses qui pourraient être améliorées. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire en DM sur Twitter, je réponds absolument à tous les messages. C'était PROF chaîne, merci pour votre attention et à bientôt.